bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, parfait, c'est génial. Donc on va continuer, plutôt reprendre peut-être la tradition des voyages en allant faire un tour sur la Lune. Vous le savez que vous l'avez déjà entendu et vous allez l'entendre encore plus dans les semaines qui viennent. Nous fêtons cette année les 50 ans des premiers hommes sur la Lune, donc Neil Armstrong et Buzz Aldrin en juillet 1969. Et comme vous le savez aussi, puisque effectivement c'est la 5e fois que je viens ici, mon job habituel est de travailler à l'Agence spatiale française, alors au siège à Paris, donc j'ai beaucoup de mes collègues qui sont à Toulouse, à 1 heure de route d'ici, et dans cette agence, j'ai un rôle un peu original, pour ne pas dire extraterrestre, celui d'être l'expert éthique du CNES. Donc l'expert éthique, c'est un titre un peu pompeux. L'idée fondatrice, en tout cas ceux qui ont créé ce poste et qui me l'ont proposé, est surtout d'avoir quelqu'un qui se pose des questions. Se pose des questions plutôt qu'il n'apporte immédiatement des réponses. Et c'est vrai que ce qu'on peut appeler l'aventure spatiale, l'entreprise spatiale, l'espace, avec cette belle illustration qui est l'homme sur la Lune, apporte beaucoup de matière à penser et apporte aussi beaucoup de matière à interroger, à nous interroger sur ce qui nous sommes, la place que nous avons dans l'univers, ce que nous y faisons, ce que nous faisons sur cette Terre, ce que nous faisons de cette Terre. Donc c'est un petit peu toutes ces questions-là dont je voudrais vous parler ce soir à l'occasion des 50 ans de la Lune. Je ne vais pas vous raconter l'aventure d'Apollo. Soit vous la connaissez parce que vous en êtes des contemporains, moi je l'ai suivi, j'avais 8 ans à l'époque, soit vous pouvez cette année trouver beaucoup de publications, des magnifiques livres d'histoire, avec des photos, enfin des récits de gens qui ont suivi cette affaire. Et puis, une fois encore, d'ici peu de temps, en suivant la télé va vous proposer sans aucun doute un certain nombre de reportages sur cette aventure assez incroyable. Donc, s'il y avait une manière de la résumer, c'est cette phrase que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, cette célèbre phrase de Neil Armstrong, au moment où le 21 juillet 1969, donc il descend de l'échelle de ce vaisseau lunaire, de cet appareil lunaire, et il dit cette phrase célèbre, hein, c'est un petit pas pour un homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Déjà ça mériterait d'être questionné. En tout cas, il faut, si vous me permettez de faire un petit peu d'histoire, parce que je suis historien des sciences, c'est l'occasion de nous rappeler quand même que mettre le pied sur la Lune, c'était l'aboutissement d'une très très longue histoire. Et une histoire qui est passée par des phases extrêmement différentes les unes des autres. Et que la première phase, celle qui est résumée par ce qui est derrière moi, la première phase, au moins pour notre Occident, c'est de dire que le cosmos, il est interdit à l'homme. Même pas en rêve, comme je le mets ici. La manière dont nos prédécesseurs concevaient ce que nous appelons le ciel ou l'espace était une manière extrêmement simple, au fond, comme c'est au milieu de... Alors attendez, il y a ce truc extraordinaire, ça marche là, hein, donc j'appuie là, non, j'appuie là, voilà. Ça marche comme ça, là, c'est ça, hein. C'est la première fois que j'utilise ça. Hein. Je ne sais pas si c'est hérité de la technologie d'Apollo, mais en tout cas voilà. Donc, extrêmement simple. Vous mettez la Terre au centre, avec nous, ou nos prédécesseurs, et le ciel tout autour. Et entre les deux, une frontière infranchissable. Pourquoi? Parce que, même si la Terre est plutôt chouette, regardez ce soir le soleil qui apparaît, c'est quand même, et nous le savons tous, un lieu qui est marqué, qui est un lieu de vie. Et qui dit vie, dit naissance, développement, vieillissement, mort. C'est un endroit qui n'est pas parfait, qui est marqué par l'altération, qui est marqué par le chaos, qui est marqué par le hasard. Ça, c'est notre Terre. Alors que, quand on s'élève dans le ciel, là, on rentre dans un monde qui est, pour nos anciens, parfait. Les astres tournent suivant des cercles,
et un cercle c'est parfait. On peut d'ailleurs même prévoir quand ils reviennent, on peut prévoir des éclipses, parce que tout ça est chronométré. C'est une véritable horlogerie. C'est pour ça d'ailleurs que ce ciel, on l'appelle cosmos. Cosmos, ça veut dire, pour les Grecs, une belle totalité ordonnée. Tout est ordonné, donc tout est beau. Et nous les terriens, nous les terreux, nous n'avons pas le droit d'aller dans un endroit aussi parfait. Nous sommes prisonniers, pense-t-il, nous sommes prisonniers de cette terre. Notre lieu de vie, ça ne peut être que cette terre-là. Donc, pas question pour nous d'aller dans le ciel. Alors, des représentations, vous en avez comme ça, plein. Alors, nous devons voir si j'aurais fait marcher ce banner-là. Voilà. La célèbre échelle de Jacob. Vous la reconnaissez, voilà Jacob, et puis l'échelle. Sur cette échelle, il y a des anges qui montent et qui descendent. Mais les anges, ce sont des êtres parfaits, spirituels. Jacob, il est comme nous, c'est un terreux, lui, il reste au sol. Et s'il rêve, il voit en rêve des anges qui montent et qui descendent. C'est pas lui qui emprunte l'échelle. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est que pendant très longtemps, c'était un cosmos interdit. Pour l'homme, dans son humanité, dans son état de terreux, avec son corps. S'il avait entamé un long chemin spirituel, peut-être qu'après sa mort, il serait accepté dans le ciel. Alors, le premier, le deuxième ou le septième ciel. Toutes les cultures ont ce ciel qui est habité par des êtres divins, des êtres célestes, où les âmes des hommes et des femmes les plus parfaites, après leur mort. Donc, cosmos interdit. Et puis, au XVIIe siècle, la Lune est de la partie. La Lune, elle a un rôle très important dans ce monde-là. Déjà dans le cosmos, c'est elle qui est à la frontière. C'est elle qui sert de garde-frontière. On n'a pas le droit d'aller au-delà de la Lune. Et c'est à cause de la Lune, ou à cause, en tout cas la Lune est l'alibi d'une révolution. Une révolution astronomique. Le révolutionnaire, il est connu, c'est cet homme qui est à votre gauche, Galilée, qui donc, durant l'hiver 1609, prend une lunette, fabrique une lunette, et puis elle tourne vers le ciel, observe la Lune, en fait ses magnifiques dessins. Voilà, ça c'est les dessins de Galilée, et puis en écrit un compte-rendu de ses observations, qu'il appelle le messager céleste, dans lequel il décrit ce qu'il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que ce cosmos, ou ce soi-disant cosmos, n'est pas si parfait que cela. Et que la Lune, qui était jusque-là représentée comme un espèce de miroir bien lisse, dans lequel nous pourrions nous mirer, eh bien, elle aussi, elle est rugueuse. Il y a des montagnes, il y a des collines, il y a des vallées. Ça ressemble beaucoup à la Terre. Et puis, quand on va regarder derrière la Lune, ce que fait Galilée, il voit qu'autour de Jupiter, il y a aussi des lunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas autant de différence entre la Terre et le ciel que ne prétendaient ou que ne pensaient nos prédécesseurs. Alors, quelle va être la conséquence? La conséquence, c'est qu'on va pouvoir rêver. Alors, il y a là un homme extrêmement intéressant qui est un contemporain de Galilée, qui s'appelle Johannes Kepler. Lui, il est astronome à Prague, et il suit les observations de son confrère Galilée. Il va lire justement le compte-rendu, le messager céleste, il va lire le messager céleste, et il va répondre à ce messager céleste dans un ouvrage qui s'appelle La Conversation avec le messager céleste. Tout ça, bien sûr, est en latin, parce qu'à l'époque, l'anglais de l'époque, c'était le latin. Aujourd'hui, les scientifiques écrivent en anglais, à l'époque, les scientifiques écrivaient en latin. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte, dans cette conversation avec le messager céleste? Quelque chose qui puisse nous intéresser par rapport à la Lune. Eh bien, c'est que Kepler, qui a donc lu
le compte-rendu des observations, qui a entendu que la Lune avait des montagnes, des vallées, qu'elle était rugueuse, qu'il y avait des lunes autour de Jupiter, bref, qu'il n'y avait pas de différence entre la Terre et le ciel. Kepler dit, mais à ce moment-là, s'il n'y a pas de différence, c'est la même matière. Le ciel est fait de la même matière que la Terre. Le ciel est régi par les mêmes lois que les lois qui régissent la Terre. Donc il ne faut plus parler de cosmos. Parce que cosmos, c'était pour marquer la différence. Voilà, le ciel est cosmique, il nous est interdit. Non. Il dit, aujourd'hui, il faut parler d'univers. Univers comme unique. La réalité est une. C'est tout simple. Maintenant, donc quand vous entendez parler de l'univers, c'est une révolution à l'époque, au XVIIe siècle. Dire qu'il n'y a pas de frontières. Voilà, c'est comme l'Europe, quand on a enlevé les frontières. Voilà, c'est une union unique. Et quelle est la conséquence de ça? Eh bien, dit Kepler, si c'est effectivement un univers, il n'y a plus d'interdiction. Les frontières sont levées, c'est comme dans l'Europe. Les frontières sont levées, on va pouvoir voyager partout. Et donc, dit Kepler, dans justement cette conversation avec le messager céleste, eh bien, demain, il y aura des vaisseaux, il parle de vaisseaux célestes, qui iront naviguer dans le ciel, comme nos marins, nous sommes au début du XVIIe siècle, donc on est encore dans l'époque des grandes découvertes, où on fait le tour, on a déjà fait le tour de la planète, mais cette fois-ci on installe des routes maritimes, etc. Eh bien, il y aura la même chose. Il y aura de même qu'il y a des vaisseaux sur la mer, il y aura des vaisseaux dans le ciel, et nous irons comme ça explorer les planètes. Alors, il dit même, d'ailleurs, ça ne devrait pas être trop compliqué à faire. Alors évidemment, on est en 1610, vous voyez, vous savez que le premier Spoutnik, c'est 1957, c'est-à-dire qu'il faudra attendre 3 siècles et demi avant. Bon. Alors Kepler dit quand même, bon, c'est peut-être pas tout à fait pour demain, donc en attendant, il a cette phrase magnifique, nous les astronomes, donc vous Galilée, moi Kepler et d'autres, nous allons tracer les cartes de navigation pour les futurs explorateurs. Donc, si aujourd'hui on fête les 50 ans d'un homme sur la Lune, c'est parce qu'en 1610, un monsieur Kepler s'est dit, non pas Eureka, mais s'est dit, eh bien, tout ce qui nous interdisait auparavant, même de rêver d'aller sur la Lune, d'aller dans l'espace, tout ça, les barrières sont levées. Et c'est nous, les astronomes, qui avons la clé, en quelque sorte, de ces barrières. C'est nous qui avons levé ces barrières par l'observation, par la théorie, par tout le travail scientifique. Alors vous me direz, oui, mais pourquoi vous nous parlez de 2 rêves de Kepler? C'est parce que Kepler a écrit un autre ouvrage qui s'appelle justement Le Rêve, dans lequel il imagine, alors, est-ce que c'est vraiment un voyage sur la Lune? C'est plutôt encore un rêve sur la Lune. Dans le rêve, l'esprit se balade et va jusqu'à un lieu qui pourrait être la Lune. Kepler lui-même, il dit, voilà, on ira sur la Lune, mais il y aura des vaisseaux, mais il ne décrit pas ce voyage. Ce sont ses successeurs. Et ses successeurs, pas nécessairement ses successeurs scientifiques, mais ses successeurs en littérature. Littérature au sens large du terme, comme dans votre salon du livre, au sens très large. Parce que ce qui est génial dans l'être humain, c'est que quand on libère, quand on ouvre des frontières, il y a pas seulement, on ne traverse pas seulement avec notre corps, bon, là il a fallu attendre 3 siècles et demi, mais notre imaginaire va déjà voyager. Et jusque-là, quand je vous disais même pas en rêve, c'est qu'on n'imagine même pas, ou à de très rares exceptions près, qu'un être humain, qu'un terreux avec son corps, puisse voyager. Une fois encore, c'est Kepler qui le dit. Mais une fois qu'il l'a dit, eh bien des gens autour de lui vont imaginer des voyages dans l'espace, et évidemment, en tout premier lieu, des voyages sur la Lune, puisque c'est la première destination, la destination la plus proche. Regardez une date. 1638.
L'homme sur la Lune. C'est un Anglais qui écrit ce roman, on ne dit pas de science-fiction parce qu'il n'y a pas beaucoup de science, ce roman de fiction, ce voyage imaginaire sur la Lune, 1638, c'est-à-dire moins de 30 ans après les écrits de Kepler. Alors évidemment, comme il y a des Anglais, on va dire, oui, bon, et les Français, c'est Cyrano de Bergerac, 1657, dans lequel il imagine qu'effectivement, avec un moyen pas tout à fait certifié conforme par les ingénieurs actuels, mais qu'un être, un terrien, un terreux, eh bien, va rejoindre la Lune. Et ce n'est que le début. Il va y avoir des dizaines et des dizaines d'ouvrages qui vont raconter des voyages de terriens qui quittent la surface de la Terre et rejoignent la Lune, et vont même aller au-delà. Pour rester dans la littérature vraiment connue, Jules Verne, évidemment, qui va énormément marquer son époque, de la Terre à la Lune, vous connaissez tous l'histoire, il y a un peu plus d'ingénieurs, il y a un peu plus de technique, même si c'est une technique qu'il ne vaut mieux pas appliquer, parce que, vu l'accélération de son canon, évidemment les occupants auraient été écrasés comme des œufs et auraient fait des belles omelettes cosmiques. On a marché sur la Lune de Tintin, Fabergé avec Tintin, en 1954. Là, on se rapproche de l'ère spatiale, mais on est encore avant Spoutnik. Tout ça, c'est la Lune en fiction. C'est tout ce qui fait que l'homme a effectivement, grâce à cette révolution scientifique, a alimenté son imaginaire, et ayant alimenté son imaginaire, a fait qu'un jour, le rêve puisse devenir réalité. S'il n'y avait pas eu de rêve, il n'y aurait pas eu de réalité. Donc tout ce qui est science-fiction n'est pas du tout quelque chose de secondaire, d'anodin. Jules Verne a joué un rôle très important, pas seulement d'ailleurs en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde, parce que chez Jules Verne, il y a le côté très technique. Donc, quand on lit Jules Verne, on est dans la technique de son temps. Et ça a inspiré tous ceux qui, au XXe siècle, vont se dire maintenant, il faut plus seulement rêver, il faut tâcher de réaliser le rêve de Jules Verne ou le rêve de Kepler. Et donc, il s'agit maintenant de décrocher la Lune. Et vous savez que cette Lune a été décrochée. Je me suis juste amusé parce que les images sont souvent aussi fortes que les mots, hein, de rapprocher, évidemment, l'échelle de Jacob. Donc vous vous souvenez, Jacob, il est par terre. Et l'échelle lui est interdite. Quand on se souvient de l'échelle de Neil Armstrong, c'est l'inverse. Cette fois-ci, l'échelle, c'est une échelle construite par des humains et que les humains vont utiliser pour aller poser le pied ailleurs que sur Terre. Une autre image assez sympathique, c'est celle-ci, je ne l'ai pas commentée tout à l'heure. C'est une image qui est tirée d'un ouvrage de Flammarion, donc on est à la fin du 19e siècle, mais elle représente très bien ce que je vous expliquais tout à l'heure. Auparavant, le ciel était interdit aux humains. On pouvait à peine passer la tête comme ça, puis se dire, de l'autre côté de la frontière, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'était une frontière. Et donc, eh bien, cette espèce de coupole qui entourait la Terre et qui nous empêchait d'aller au-delà, aujourd'hui, vous reconnaissez notre brave astronaute national, Thomas Pesquet, vous reconnaissez aussi peut-être l'endroit où cette photo a été prise. Dans la Station spatiale internationale, il y a ce qu'on appelle la cupola, la coupole. Simplement que cette coupole, cette fois-ci, elle ne protège pas la Terre et nous on est à l'intérieur. C'est une coupole qui est un endroit où, dans la station spatiale, on peut regarder la Terre. Donc on est passé de l'autre côté de la coupole, en quelque sorte. Et vraiment, vous voyez, quand je dis la Lune décrochée, c'est que c'est vrai que d'une interdiction, c'est devenu un rêve, et du rêve, c'est devenu une réalité. Avec tout un parcours qui mélange la philosophie, la cosmologie, l'imaginaire, et puis la science, bien sûr, au cœur de tout ça, et la technique. Alors, quand on a fini par poser un pied sur la Lune, il ne faut pas croire que tout ça s'est fait dans comment dirais-je, avec un espèce d'accord de tout le monde. Bien sûr, quand on ouvre les journaux de l'époque, c'est un peu comme il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette belle mission européenne qui s'appelait Rosetta. On a posé une sonde sur une comète, Churyumov-Gerasimenko. Le soir même où cette sonde s'est posée,
tous les médias en parlaient, enfin, on n'avait jamais autant parlé d'espace européen que ce soir-là, en octobre ou novembre 2014. Mais ça ne signifie pas que tout le monde était derrière le CNES, mes collègues du CNES ou mes collègues de l'Agence spatiale européenne. Il y a des gens pour lesquels aucun intérêt. Et du temps des missions Apollo, il y avait même des oppositions, il y avait enfin, c'était bien sûr le grand événement, un des grands événements du XXe siècle, mais il y a toujours eu quand même, toujours des méfiances, parce que, évidemment, le ciel, avant d'être conquis par les astronautes, par les fusées Saturne, etc., évidemment, le ciel a une grande place dans les traditions religieuses, quelles qu'elles soient. Dans les premières représentations qu'on peut avoir, en particulier rupestres, sur les parois de nos cavernes, donc les premières représentations qui les tracent, le ciel est présent, et la lune très souvent présente, parce qu'évidemment, c'est ce qui est le plus évident, la nuit quand il n'y a pas trop de nuages. Donc elle est représentée, elle est très présente, sans pour en faire nécessairement une divinité, même si elle a pu être divinisée ou être un support de la divinité. Mais regardez la place de la lune dans la tradition chrétienne, regardez la place de la lune dans la tradition musulmane. Donc nécessairement, on se dit, mais quand on va y toucher pour de bon, qu'est-ce qui se passe? Parce que, encore, alors, on pourrait regarder du côté de la religion. On peut même regarder du côté de la philosophie. Je ne sais pas si vous savez que notre Jean-Paul Sartre national était un grand admirateur de la Lune. Dans ses conversations avec Simone de Beauvoir, donc un texte qui était publié après l'arrivée de l'homme sur la Lune, eh bien, il explique que, il était bien sûr très intéressé par ce qui se passait en juillet 69. Il avait même acheté une télévision pour pouvoir suivre l'épopée des missions Apollo. Donc, vous voyez, je le cite, pour voir l'allure qu'ils avaient, donc il avait acheté cette télévision pour voir l'allure qu'avaient ces astronautes, ce qu'ils y faisaient, comment était la Lune, comment on voyait la Terre de la Lune, tout cela me passionnait. Mais en même temps, ça transformait la Lune en un objet scientifique. Et elle perdait le caractère mythique qu'elle avait eu jusque-là. Il disait, moi, voilà, j'avais une espèce de relation un peu romantique avec la Lune, et ça a perdu un peu de ce romantisme-là. Et on trouve cela à l'époque, et même donc après, dans ses confidences, si je puis dire, de Jean-Paul Sartre. Il ne faut pas croire que l'aventure d'Apollo a été une aventure dans laquelle tout le monde a applaudi et tout le monde a été d'accord. Il y a eu des protestations encore plus sérieuses, et je pense que c'est un point important à rappeler, qui étaient des protestations d'ordre social et politique. La veille du décollage de l'immense fusée Saturne V qui allait emporter donc l'équipage d'Apollo 11 jusqu'au tour de la Lune et pour deux d'entre eux sur la Lune, il y a eu une grande manifestation devant les portes de Cap Canaveral, de Cap Kennedy, et une protestation qui disait, mais attendez, que de gaspillage, des milliards de dollars, alors que notre pays a tant d'inégalités sociales. On est dans les années 60, donc à la fin des années 60, quelqu'un comme le pasteur que vous voyez ici, là, le pasteur Abernathy, donc, qui était un camarade de lutte de Martin Luther King, donc avec toute la question du racisme, de la ségrégation aux États-Unis, donc va manifester au port de Cap Kennedy en disant, mais voilà, c'est insupportable un tel gaspillage. Et vous avez donc d'autres exemples de modes de protestation, bon, tous ces milliards pour l'espace et pas un penny pour les pauvres. On va dans le voilà, vous voyez, le progrès, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça, enfin, etc. Donc il y a énormément de protestations. Et c'est vrai que quand on réfléchit un peu à la suite de l'histoire, il a fallu attendre 40 ans, si on calcule, 69, 2009, pour qu'il y ait un président black. Et il a fallu la même année, d'ailleurs, pour qu'il y ait le premier directeur général de l'ANSA qui soit un noir. Donc c'est intéressant de voir que, voilà, en 69, il y a encore tout ce combat-là. Et c'est vrai que les protestations portaient aussi sur cette question du
est-ce que c'est pas du gaspillage? Et la question, elle mérite d'être évidemment toujours posée, on pourra en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est aussi passé dans ces années-là? Eh bien, alors la formule est peut-être un petit peu, le jour où le ciel s'est refermé. Je veux dire pourquoi? Parce que nous sommes allés, les humains sont allés jusque sur la Lune, et puis ils ont vu quoi? Ils ont vu le ciel, ce grand ciel noir, vide d'autres formes de vie. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Les seules formes vivantes que nous connaissons sont celles qui existent sur la Terre. Pour l'instant, il n'y en a nulle part ailleurs. L'impression, voilà, on est allé sur la Lune, on a fait le tour de la Lune, on a fait le tour de la Terre. Et alors, qu'est-ce que nous allons devenir? Et il y a une prise de conscience très particulière à ce moment-là. Il y a une magnifique histoire que je vais vous raconter vraiment très rapidement, mais dont j'ai appris l'existence qu'à l'occasion justement de cette commémoration. C'est voilà, c'est ce petit badge, vous voyez, un petit badge rond. Donc, pourquoi, et donc en anglais ou en américain, c'est pourquoi nous n'avons toujours pas une photo de la Terre tout entière? Celui qui a créé ce petit badge s'appelle Stewart Brand. C'est un artiste donc américain des années 60 qui, au milieu des années 60, un beau matin, s'est réveillé après une bonne séance de LSD la veille. C'était la manière à l'époque d'avoir de la créativité. Et il s'est réveillé en se disant, mais voilà, il faut faire quelque chose avec ce programme spatial américain. Ça change quelque chose dans notre manière d'appréhender la réalité. Et son idée, c'était de dire, ben voilà, je vais faire toute une campagne, nous sommes en 66, toute une campagne, parce que nous n'avons toujours pas vu la Terre entière. Nous sommes allés dans l'espace, nous avons envoyé des sondes, nous commençons à envoyer des équipages. En 66, on n'est pas encore allé autour de la Lune, mais on ne voit toujours pas la Terre entière. Et comme il dit, en plus, j'ai utilisé le côté un peu parano des Américains. Pourquoi n'avons-nous toujours pas la Terre tout entière? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce que les autorités américaines nous cachent? Et il va lancer une grande campagne avec ses badges, avec des posters qu'il va vendre, et il va être extrêmement connu dans les années 60. Mais ce qui est assez étrange, c'est que sa revendication, pourquoi nous ne voyons toujours pas la Terre tout entière, elle ne sera finalement accomplie qu'à la fin des missions Apollo. Parce que c'est pas la Terre entière, c'est un clair de terre, c'est une portion de terre. Ça, c'était le Noël 1968, ce qu'on appelle donc le lever de terre, célèbre photo prise par les astronautes de la mission Apollo 8, les premiers à faire le tour de la Lune. Et ils rapportent donc cette magnifique photo à la Terre, bleue comme une orange, disait Éluard auparavant, et que l'on voit ici avec cette nappée de blanc, enfin ces images qui vont devenir les plus célèbres, parmi les plus célèbres de l'histoire de la photographie. Mais ce n'est pas la Terre tout entière. Il faut attendre décembre 72, la dernière mission d'Apollo, Apollo 17, les astronautes sont allés sur la Lune, sont revenus à bord de leur vaisseau spatial, sont en train de rentrer vers la Terre, et c'est seulement durant ces derniers jours, cette dernière mission, qu'ils peuvent, d'un clin d'œil, d'un seul coup, avoir une photo qui prenne cette magnifique photo de la Terre, qui elle aussi est sans doute la plus célèbre des photos de la Terre, avec une vision le sud de l'Afrique. Alors certains Américains disent « ouais, mais on ne voit pas les États-Unis, etc. » Vous imaginez, ce que chacun... Bon, voilà. Donc la célèbre bille bleue. Et c'est vrai que c'est ça, l'effet peut-être imprévu des missions Apollo, ça a été finalement ce retour vers la Terre. Ok, on va poser le pied sur la Lune. Buzz Aldrin a cette célèbre phrase, alors il y a la phrase d'Alain Armstrong que je rappelais, le petit pas pour un homme et un grand pas pour l'humanité, et Buzz Aldrin lui dit quelle magnifique désolation en voyant la surface de la Lune, vous avez vu toutes ces photos, enfin. Mais au fond,
peut-être que la découverte la plus marquante, ça a été la Terre. La Terre avec son écrin noir, à la fois superbe et puis un peu angoissant aussi, un peu vertigineux. On ne la voit même pas et on la devine à peine ici, cette toute petite couche d'atmosphère de quelques dizaines de kilomètres, à l'intérieur de laquelle tout se trouve, tous les êtres vivants se trouvent. Parce que la vie descend pas très en profondeur dans la Terre, et juste à quelques dizaines de kilomètres en altitude. Et nous sommes là-dedans. Et ça a été pas la leçon, je ne sais pas comment dire ça, l'une des conséquences peut-être les plus marquantes. Alors, si on sort un peu des missions Apollo et un peu de la Lune, il fallait quand même que je cite ce magnifique texte que vous pourrez aller retrouver facilement sur Internet, peut-être dans votre bibliothèque, de Carl Sagan, qui est bien postérieur aux missions Apollo. Nous sommes en 1990, en février 1990, et la sonde Voyager 1, qui est partie au début des années 70, elle, eh bien, est en train de s'éloigner de plus en plus de la Terre, et on lui demande à cette sonde de prendre en photo les planètes qu'elle vient de visiter. Et parmi elles, il y a évidemment la Terre qu'elle a quittée, et c'est cette célèbre photo, là, vous voyez, c'est la planète Terre, avec tout cet arrière-fond cosmique rempli d'étoiles, rempli de galaxies, et voilà, c'est nous, et comme il écrit, regardez encore ce petit point, c'est ici, c'est notre foyer, c'est nous, et on va dire, ce n'est que, tout est là. C'est ce texte absolument très poétique de Carl Sagan, tout est là. Toute l'histoire du vivant que nous connaissons, c'est là et rien que là. Et ça, évidemment, ça peut créer un espèce de choc presque aussi important que celui dont je parlais tout à l'heure avec Kepler qui nous dit mais c'est un univers, il nous est ouvert, allons-y. Et là, nous sommes allés, bon, on a fait un petit pas, comme dit Armstrong, aller sur la Lune, c'est toute petite distance à l'échelle de l'univers, bien sûr. Et puis on s'est rendu compte que sommes-nous dans cet univers? Si bien que j'ai aperçu l'homme de Vitruve tout à l'heure dans vos affiches, alors j'aurais pu, mais vous la reverrez après. On peut s'intéresser, vous connaissez tous évidemment ce qu'on appelle donc l'homme de Vitruve, hein, cette célèbre dessin de Léonard de Vinci, avec cet homme au centre à la fois d'un carré qui représente la Terre et d'une sphère qui représente le ciel. Et c'est un peu par hasard que je me suis rendu compte que ce thème de l'homme de Vitruve, donc qui est le centre de la réalité, qui concentre sur lui, à la fois, c'est l'humanisme, hein, c'est l'homme qui concentre le savoir, qui concentre la puissance, qui concentre la technique, puis en même temps qui prétend aussi acquérir des dimensions universelles. Cette image a été très utilisée, en tout cas utilisée à plusieurs reprises dans l'iconographie spatiale. Vous en avez donc quelques exemples entre Skylab, qui était une petite station, enfin une belle station américaine, qui n'a pas eu une très longue vie, et puis différents badges de spationautes. C'est souvent lié au fait que ce sont pour des missions de sortie extravéhiculaire, où l'homme, ou la femme d'ailleurs, l'astronaute, le cosmonaute, sort du vaisseau pour affronter le vide. Et puis bon, donc c'est vrai que on peut voir cette espèce à la fois de prétention et aussi d'audace de l'homme qui se confronte à cette réalité. Et vous me direz, voilà, on retrouve de nouveau cette espèce d'orgueil humain, d'anthropocentrisme orgueilleux, prétentieux, qui dit que voilà, il est au centre de toute chose et il dirige toute chose. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est un projet d'être au centre, ou de prétendre qu'on est au centre, qui marque notre humanité. Mais en même temps, comme le dit très bien un philosophe des sciences, Dominique Bourg, il faut voir aussi que, en ayant réalisé ce rêve, en ayant rendu l'imaginaire réel, nous avons aussi, pas seulement conquis un certain pouvoir, nous avons aussi conquis une réelle responsabilité. Et c'est ce que Dominique Bourg
veut dire quand il parle d'un anthropocentrisme pratique. Ici, vous êtes des maîtres de la vigne. Mais que deviendrait la vigne si vous la laissiez comme ça? Elle a besoin de vous comme vous avez besoin d'elle. Vous êtes responsable de la vigne comme le petit prince est responsable de sa rose. C'est ça l'anthropocentrisme pratique dont parle Dominique Bourg. C'est vrai que, oui, nous avons acquis du pouvoir, de la maîtrise, mais nous avons aussi acquis avec cela une responsabilité, des responsabilités à l'égard de ce milieu dont nous sommes le centre. C'est un centre responsable en quelque sorte. L'homme de Vitruve, ce n'est plus un rêve en disant voilà, je vais me construire un monde, je vais aller aux limites du monde. Oui, mais j'en occupe le centre et j'en suis aussi le gardien, le maître de maison, le gérant, le maître de la vigne. C'est pour utiliser une couleur locale. Et ça, c'est une chose que nous avons, dont nous nous sommes rendus compte durant aussi ces années marquées par les missions Apollo. C'est la naissance de l'écologie. C'est pas pour rien que Dominique Bourg est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur, et qui travaille toujours beaucoup, sur les questions de l'écologie, du développement durable, etc., etc. Il fait partie d'ailleurs du conseil, peut-être même présidé, peut-être pas, je ne sais plus, le conseil scientifique de la fondation de Nicolas Hulot. C'est pour ça qu'on peut dire que durant les 50 ans qui nous séparent de l'homme sur la Lune, nous n'avons cessé de fabriquer la Terre. Alors, avant, bien sûr, depuis longtemps déjà, la Terre est pour une partie, une fabrication humaine. Elle nous fabrique, mais nous la fabriquons aussi. Mais c'est vrai qu'avec l'espace, on a encore rajouté des nouveaux moyens ou des nouvelles occasions de fabriquer la Terre. Ne serait-ce qu'à travers une image. Toutes ces images, alors je vous ai donné la Terre avec la Lune, enfin, la Bille bleue, le Véter, toutes ces images, toutes ces icônes, comme dit ce chercheur aussi, ce sociologue qui a beaucoup travaillé ces questions des représentations de la Terre, ou comme ces deux images, parmi plein que j'aurais pu, simplement qu'elles sont vraiment fabriquées. Jamais la Terre ne nous apparaît sous cet aspect-là. Hein, ces deux exemples que vous avez là. Là, ça représente sous la végétation terrestre. Bon, là, c'est la Terre la nuit. Eh bien, évidemment, la Terre n'est jamais totalement dans la nuit. Il y a toujours un endroit qui est éclairé par le soleil. Donc ce sont des images que l'on associe les unes aux autres pour fabriquer. Alors, c'est une manière simplement d'illustrer ce que je veux dire par là. C'est que la manière dont nous appréhendons la Terre est elle aussi fabriquée. Et les images que nous donnons de la Terre sont aussi fabriquées. Et relèvent aussi d'un certain discours. Je ne vais pas faire l'exercice avec vous, mais interrogez-vous sur ce que signifie, ce qu'illustre cette image de la Terre vue de la nuit, vue la nuit depuis l'espace. Ça veut dire quoi? On peut parler de présence humaine? Ah ben non, parce qu'en Afrique, c'est extrêmement peuplé. Or, il n'y a pas de lumière la nuit. Bon, ça dit des choses sur la disponibilité d'énergie, ou même le gaspillage d'énergie. Vous voyez, des zones comme la côte est des États-Unis ou le centre de l'Europe, vous connaissez tous les revendications des astronomes contre la pollution lumineuse. Ils ne peuvent plus observer le ciel parce qu'on pollue le ciel avec notre lumière, et notre gaspillage de lumière. Il y a plein de choses qu'on peut dire à partir de là. Ou un autre exemple. Dans la manière de fabriquer un discours depuis l'espace. Vous avez tous entendu comme moi, j'en suis persuadé, vous avez tous entendu des astronautes vous dire, vu de l'espace, sur la Terre, il n'y a pas de frontières. C'est faux. Depuis l'espace, on voit très bien les frontières. Alors, on voit bien ce que veulent dire les astronautes. Ils sont dans une station spatiale internationale, ils vivent avec des astronautes d'autres pays, des Russes, des Américains, des Japonais, enfin, voilà, il y en a, bon, et puis on espère demain avec des Chinois, donc, et puis on fait ça ensemble, même si on peut se taper dessus, ou quasiment se taper dessus sur Terre, et ben la station, elle fonctionne toujours parce qu'on arrive à faire la paix, etc.
Oui, mais j'ai applaudi des deux mains, et si j'avais pu applaudir encore plus fort, je l'aurais fait, le jour où j'ai entendu une astronaute, d'ailleurs la seule astronaute sud-coréenne, qui est une femme, qui nous dit, mais oui, mais moi de l'espace, je suis désolé, j'ai très bien vu la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et la nuit c'est encore plus clair. Vous avez la Corée du Nord, là, où il n'y a pas de lumière, et la Corée du Sud. Ben, la frontière, on la trace très facilement. Alors, c'est pas pour dire les astronautes racontent des histoires, mais évidemment, c'était pour dire quand on parle de la Terre fabriquée, avec les images, avec les mots, eh bien l'imaginaire continue à travailler. Et tout ça est aussi porteur d'un certain discours, mais c'est pas péjoratif, d'un certain rêve à nouveau, hein, le rêve d'une Terre où il n'y a plus de frontières, mais il y aura toujours des frontières naturelles. Là, bien sûr, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est une frontière très artificielle. Mais il y aura toujours des frontières naturelles. Ça nous rappelle aussi que si on était tous les mêmes, la vie serait non seulement triste, mais elle serait impossible. Et qu'il faut aussi des différences. Et que la frontière, c'est pas nécessairement des murs. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut remonter des murs. Mais marquer des différences entre moi et toi, entre lui et nous, entre eux et nous, des différences culturelles, même parfois les mettre en avant. Ça peut être nécessaire pour la vie, voire même la survie de notre planète, et peut-être que de l'espace aussi, on peut s'en souvenir. Donc, il faut faire attention, et c'est une chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé à réfléchir, vous voyez, à l'occasion des 50 ans de la Lune, à ce que, là aussi, un mot qui est aujourd'hui très fréquemment utilisé par nos amis astronautes, l'effet surplombant. On peut utiliser un terme français pour ne pas parler d'overview effect, qui fait très chic, très anglais, ou je ne sais pas ce que ça donnerait en latin, on pourrait peut-être imaginer le terme en latin. Donc, le fait, on regarde la Terre d'en haut, et on voit des choses, voilà, inspirantes, ou dramatiques, etc. Il faut l'utiliser, cet effet, parce que c'est vrai que voir les choses d'en haut, voir une autre perspective, c'est extrêmement important. Prendre de la distance. Et en même temps, il faut être conscient que ça peut être un piège. Moi j'aime bien, et nous parlions d'aviation tout à l'heure avec Jean-Marie, j'aime beaucoup ce tableau. Bon, vous voyez, des formes. Bon. Et puis, une légende un peu étrange. Maintenant, tu réduis et tu tires. Alors, je vous donne l'explication. Le peintre est un peintre de l'air. C'est un aviateur. Je crois que vous avez eu l'Ardèche vue du ciel, enfin j'ai vu ça tout à l'heure. Enfin, bon. Voilà, c'est un homme qui est décédé aujourd'hui, mais qui a beaucoup regardé la Terre depuis le ciel, depuis son avion. Et il nous met en scène dans ce tableau, parce que c'est un peintre, donc il fait partie des peintres de l'air, un truc assez officiel, d'une expérience que peut-être que certains d'entre vous ont pu faire. La prochaine fois que vous allez en avion, vous demandez au pilote, alors pas si vous n'êtes pas en Airbus, vous ne pourrez pas le faire, hein, c'est de piquer vers le sol. Donc vous voyez, c'est les champs. C'est les champs vus à la verticale. Bon. Et alors pourquoi maintenant tu réduis et tu tires? Parce qu'un pilote vous dira que quand on pique avec un avion vers le sol, c'est extrêmement fascinant. Parce qu'on n'a plus tellement effet, on ne sait plus trop où on est dans l'altitude si vous ne regardez pas vos instruments, et qu'à un moment donné, il est temps de réduire son moteur et puis de commencer à remonter un peu le nez parce que sinon on va vraiment s'écraser. C'est un peu la même chose. Il faut regarder la Terre depuis l'espace, mais il ne faut pas tomber dans une espèce de fascination où tout serait comme ça simple à force de la regarder et que le monde est extraordinaire, il n'y a plus de frontières. Non, il faut faire attention. Il faut combiner cet effet vertical avec d'autres éléments d'information. Il faut par moments réduire un peu son enthousiasme. Ça marche. Et il faut ausculter la Terre. C'est vrai que l'une aussi des conséquences, et je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai commencé à parler des mouvements écologiques, de la question de l'environnement, c'est dans cette prise de conscience, grâce à toutes ces images, ces images n'ont pas provoqué la naissance des mouvements écologiques. Ils étaient déjà en train de naître. Mais c'est vrai qu'au moment où
la prise de conscience écologique naissait au début des années 60, en même temps on a ces missions Apollo, ou ces missions spatiales qui vont apporter des images. Vous vous souvenez, cette revendication de cet artiste, donnez-nous une image de la Terre tout entière. C'était ça. Et tout ça va se combiner aujourd'hui dans un usage scientifique de toutes ces images pour pouvoir, alors des images parfois très esthétiques, parfois des images beaucoup plus scientifiques que moi en tout cas je ne sais pas analyser, mais que voilà, Annie Kaznan a pu vous analyser, enfin toutes ces données, le terme d'image étant utilisé au sens large. Et tout ça fait que nous sommes aujourd'hui évidemment alertés, peut-être même inquiets, de l'avenir de notre planète, entre autres grâce à toutes ces données qui nous arrivent de l'espace. Je fais juste mention de toutes ces réunions, COP21, COP22, etc. Et aussi le fait que dans la manière dont nous appréhendons aujourd'hui l'état de notre planète, eh bien, beaucoup de données viennent de l'espace parce que on a des satellites qui tournent autour, et la meilleure manière d'ausculter la Terre, c'est de voir ces satellites qui tournent autour, qui se moquent précisément des frontières qui existent toujours, se moquent du mauvais temps, se moquent d'un tas de choses, et puis accumulent beaucoup de données pour nous permettre d'aller d'en savoir plus. J'aime toujours rappeler, alors je ne sais pas, j'en ai déjà dû en parler ici, mais pour moi c'est une chose assez extraordinaire, que justement quand on parle de frontières, et je vous ai dit, ça existe toujours, malgré tout, nous sommes capables de passer au-delà des frontières, au-delà des enjeux partisans ou nationaux. Et le plus bel exemple, en tout cas que je connaisse venant du milieu spatial, c'est ce qu'on appelle la charte espace et catastrophes majeures. Donc une charte à travers laquelle des agences spatiales s'engagent à fournir gratuitement des données spatiales à toutes les zones du monde qui peuvent avoir été touchées par une catastrophe naturelle ou plus rarement industrielle. Quelques récents exemples. Vous voyez au mois de mai un tremblement de terre au Pérou, toujours au mois de mai au Paraguay, des inondations, en Bolivie, en Inde, un cyclone au Mozambique. Enfin, ça c'était pour les 2 ou 3 derniers mois, et je n'ai pas été regarder le tout dernier, mais il y en a peut-être encore malheureusement, parce que évidemment derrière ça il y a des catastrophes humaines, des désastres humains. En tout cas, depuis le début de cette charte, qui a commencé au début des années 2000, nous avons dépassé les 600, c'est ce qui est noté ici, les 600 activations. Donc, un bel exemple de collaboration, de mise en commun. La Terre comme apanage, vous savez, l'apanage, c'est quand ça appartient c'est notre héritage. Nous considérons que la Terre est notre héritage et que nous devons en prendre soin, et en prendre soin ensemble. On ne peut pas en prendre soin chacun de son côté. Alors, revenons sur la Lune, parce que quand même, et là on entend beaucoup parler aujourd'hui, bon, ok, donc on est allé sur la Lune, on est revenu sur la Terre, on a tous ces enjeux écologiques, environnementaux, bon, mais est-ce qu'on va repartir ? Comme moi, vous entendez, il y a des projets, retourner sur la Lune, il y a M. Musk qui veut y aller, enfin les nouveaux acteurs, le New Space veut y aller, hein, c'est pour ça que je vous ai marqué, vous voyez, la fusée, l'énorme fusée de M. Musk qui a envoyé sa voiture autour de la Terre. Bon, qu'est-ce qui va en être de cette affaire-là? Alors, il faut savoir qu'avant de retourner sur la Lune, on s'est d'abord demandé, mais est-ce qu'il faut retourner sur la Lune? Est-ce qu'il y a des raisons d'y aller? Est-ce qu'il y a aussi des raisons de ne pas y retourner? Et c'est juste un petit rappel, parce que là, en ce moment, on est plutôt dans l'ambiance, on y va, et voilà, peut-être encore déjà cette année, l'année prochaine, on envoie des sondes, etc., etc. Il y a 10 ans, les Américains étaient encore dans la configuration « on y va ». Et puis, je vous parlais de M. Obama tout à l'heure, et M. Obama, au début de son premier mandat, a demandé un rapport pour savoir un peu, voilà, mon prédécesseur, vous savez, comme tous les présidents américains se suivent, et puis ils essaient de faire un peu différemment de leurs prédécesseurs. Et M. Bush Jr. avait décidé de retourner sur la Lune. Alors M. Obama a dit, est-ce qu'il faut vraiment y retourner? Il a demandé un rapport, et dans ce rapport, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a, pour moi, la première interrogation éthique officielle, en tout cas qui sonne un texte officiel. C'est ce petit texte
que je vous ai traduit. Nous explorons pour atteindre des buts, pas des destinations. Nous explorons pour atteindre des buts, pas des destinations. Ouais, et alors? Petite distinction toute simple. Mais la Lune, c'est une destination. Plutôt chouette. En tout cas, dans l'espace, c'est la première destination. La plus proche. En même temps, qui nous a attirés, qui a attiré les missions Apollo, la course sur la Lune, etc. Bon. Mais, dit, nous explorons pour atteindre des buts. Autrement dit, c'est la question du pourquoi. Pourquoi aller sur la Lune? Pourquoi retourner sur la Lune? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors il y a 10 ans, M. Obama, quand il s'est posé la question, il a trouvé qu'il n'y avait pas de raison suffisante pour retourner sur la Lune. Donc il a dit, on ne va pas retourner sur la Lune tout de suite. 10 ans plus tard, il semblerait qu'on ait des raisons de retourner sur la Lune. Alors on va peut-être installer une espèce de station spatiale autour de la Lune, d'autres veulent aller installer pratiquement des zones touristiques. Bon, on verra bien ce qu'on est capable de faire. En tout cas, les bonnes vieilles questions restent ouvertes. Au fond, oui, pourquoi aller sur la Lune? Est-ce que c'est une manière d'accroître, de s'émanciper, donc d'accroître le volume occupé par l'espèce humaine? Bon, alors pourquoi pas faire de la Lune la grande banlieue terrestre? Au fond, on est bien parti, hein, on a des satellites qui sont à 40 000 km déjà, la Lune est à 300 000 km. Bon, on pourrait, voilà, la grande banlieue terrestre, ce serait la Lune. Et peut-être un jour plus loin, on va jusqu'à Mars. Donc de l'émancipation, pourquoi pas. D'autres disent qu'il faut fuir la Terre. Parce que la Terre, elle est vraiment mal en point. Bon, et si on fuyait? Si on allait ailleurs, si on allait s'installer sur la Lune, magnifique désolation, c'est Adrien, donc je ne sais pas si on tiendrait longtemps au niveau psychologique. Il y a quand même des paysages qui sont beaucoup plus agréables à voir. Est-ce qu'on ira jusque Mars? C'est des questions qui sont peut-être pas aussi, comment dirais-je, simplistes que ça. En tout cas, ça vaut la peine de se les poser quand on entend un certain nombre de projets lunaires ou martiens. Qu'est-ce qu'on va y faire? Il y a l'aspect technique, est-ce que c'est réalisable ou pas? Mais il y a aussi l'aspect, qu'est-ce qu'on va y faire? Alors il y a de nouveau plein de points de vue. Hein. C'est juste pour vous montrer que, vous voyez, sur la Lune, il y a ça fait longtemps que les gens réfléchissent, et des gens qui sont parfois très proches des questions spatiales et parfois plus éloignés. Deux exemples qui ont la même idée, c'est le point de vue qu'on va quitter la Terre. Bon. Ce brave monsieur là à gauche, qui semble un peu sourd, il était effectivement complètement sourd. Alors je ne sais pas si Hergé s'est inspiré de ce monsieur pour le professeur Tournesol, ça me paraît plus exact par rapport à quand on lit la bande dessinée. On sait que par ailleurs il s'est aussi inspiré du professeur Picard. Alors vous mélangez les deux. Konstantin Tsiolkovsky, donc ici, russe de naissance, soviétique ensuite, ça c'est les aléas de la politique, et qui écrivait en 1911 « La Terre est le berceau de l'humanité, mais nul ne peut rester éternellement au berceau ». Ce monsieur est à l'origine de l'astronautique. C'est lui qui a conçu les grandes règles de l'astronautique. Il ne construira pas de fusée, pas jusque-là, mais c'est toujours suivant ses principes à lui que l'on construit des fusées. Et ça a été repris, cette idée-là, du berceau, la Terre n'est que le berceau, par une philosophe qui n'avait rien à voir dans le domaine spatial, Hannah Arendt, qui disait, mais voilà, le jour où on a lancé Spoutnik, on a ouvert une nouvelle ère pour l'humanité, l'humanité allait quitter la Terre. Est-ce que c'est le cas? Un autre philosophe, bon, c'est un peu mon dada, la philosophie, disait au contraire, dans les années 30, non mais la Terre, ça restera pour longtemps encore le lieu de l'humanité. L'arche originaire Terre, disait Husserl. Donc nous sommes des terriens, nous sommes des terreux, nous sommes originaires de ce sol-là. Et avant de le quitter, avant de prétendre le quitter, réfléchissons bien, si nous ne perdons pas trop. Et c'est une bonne question. Donc, pourquoi explorer? La question reste ouverte. Vous voyez, je vous ai dit, je pose des questions en CNES. Certains disent, parce que c'est là. Vous savez, c'est cette célèbre réponse d'un alpiniste anglais, hein, George Mallory, qui voulait absolument gravir l'Everest.
avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 20. On dit, mais pourquoi vous voulez gravir l'Everest? Parce que l'Everest est là. Une espèce de défi. Bon, il a effectivement gravi l'Everest, on ne l'a jamais revu. On a retrouvé son corps dans les années 90, ou même après, à quelques centaines de mètres en dessous du sommet. On n'a jamais su s'il était monté jusqu'en haut de l'Everest et qu'il s'était tué en descendant ou s'il n'avait jamais atteint l'Everest. Un des nombreux mystères de l'histoire. Mais voilà, cette espèce, c'est vrai, de fascination de l'homme, de l'humain, pour ce qui n'a pas encore foulé du pied, le sommet qui n'a pas encore été foulé ou de la main, etc. Bon, puisqu'on a déjà évoqué son nom, vous le reconnaissez à droite, hein, Buzz Aldrin, tel qu'il apparaît aujourd'hui, et qui lui dit bon, pousse ton cul, excusez-moi, mais c'est ce qui est marqué, hein, pousse ton cul sur Mars, quoi. Bon, il faut y aller, ça fait partie de l'humanité, dit-il, d'y aller. Voilà, je vous ai dit, attention, but, destination. Quand on écoute Buzz Aldrin, c'est plus une destination qu'un but. Donc, est-ce qu'il y a d'autres raisons? Parce que c'est là, parce que c'est difficile aussi. C'est aussi ce côté humain qui veut se coltiner des défis, qui se lance des défis. L'un des grands promoteurs, l'un des grands initiateurs des missions Apollo, c'est John Kennedy, qui en 62 va dire eh bien, on va aller sur la Lune. Un Américain va poser le pied sur la Lune et reviendra sain et sauf avant la fin de la décennie. Et si on le fait, c'est parce que c'est difficile. Et ce côté-là n'est pas à négliger. L'humain, je ne dis pas qu'il l'aime, mais il semble que ça fasse partie de notre essence de nous coltiner des trucs qui sont pas évidents, qui paraissent difficiles à réaliser. Et on peut pouvoir dire qu'on peut le faire. Il ne faut pas oublier quand même aussi, et ça c'est aujourd'hui important, peut-être pas tant sur la Lune, quoique, mais on a déjà beaucoup répondu à ces questions-là, de lier l'exploration à la question des origines et du destin. D'où nous venons et où nous allons. Et vous voyez, j'ai mis simplement 3 images de traces de pas de Stralopithèque, c'est 3,6 millions d'années en Tanzanie, voilà, nos ancêtres, les traces de pas des missions Apollo sur la Lune, et puis les traces de roues, parce qu'on n'est pas encore allé sur la Mars, hein, du rover Curiosity. Derrière ça, c'est, bien sûr, c'est un petit rapprochement facile d'images, mais c'est bien la question, si aujourd'hui on va sur Mars, c'est parce que c'est pas seulement une destination, c'est qu'on a un but très clair, c'est d'essayer de trouver de la vie. Et d'essayer de comprendre, si on trouve de la vie sur Mars, aussi d'où nous venons nous-mêmes comme êtres vivants. Quand on est allé sur la Lune, on ne cherchait pas de la vie. En revanche, on a ramené des pierres de Lune qui nous ont permis de comprendre l'origine, non pas de l'humanité, mais de la Terre, du système Terre-Lune. C'est grâce à ces pierres-là qu'on a compris que tout ça venait de 2 corps qui s'étaient heurtés, et le plus gros restant, c'est la Terre, et le plus petit, c'est la Lune qui s'est mise en orbite autour. Et donc, dans l'exploration, je suis persuadé qu'il y a une forme de quête des origines, et aussi du destin, parce qu'on sait que Mars, c'est une planète très proche de la Terre, mais qui n'a pas eu le même destin. Donc, est-ce que le destin de Mars serait notre destin? Bon, une question que les scientifiques se posent. En tout cas, il y a ça dans l'exploration. Donc, c'est vrai que les destinations que sont la Lune, que sont la Lune et Mars, sont aussi des buts liés à la connaissance et à la recherche. Et puis, je voudrais terminer par évoquer la question du qui va là. C'est-à-dire, j'ai déjà évoqué d'ailleurs, la question de la vie ailleurs. Je vous ai dit, jusqu'à présent, nous sommes seuls. On n'a trouvé aucune autre forme de vie. Alors je sais bien, j'ai des collègues qui disent oui, mais il y a plein de probabilités qu'on en trouve ailleurs. Ok, mais pour l'instant, on ne les a pas encore vues. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est faire comme nos prédécesseurs, c'est nous d'aller nous déplacer alors, directement en allant poser le pied sur la Lune, ou retourner poser le pied sur la Lune, ou d'envoyer des sondes, et puis de laisser des traces, en disant, ben voilà,
Hein, c'est la trace qu'on a laissée sur la Lune. Ici, des hommes de la planète Terre ont pris pied pour la première fois sur la Lune en juillet 69. Voilà, et puis, ou alors sur Voyager 1, dont je parlais tout à l'heure, hein, cette sonde envoyée en l'année 77, donc en 77, eh bien, qui, avec ce célèbre dessin, essaie de dire, voilà, il y a des humains qui ont construit ces machines et qui ont laissé ces traces. Peut-être qu'un jour, d'autres êtres vivants liront sans les comprendre, hein, ou verront, ne serait-ce que verront ces traces. En attendant, nous sommes seuls et nous attendons, nous cherchons aussi de savoir si nous sommes seuls et nous cherchons des traces de vie extraterrestre. Ne lisez pas tout, mais Marcel Proust peut parfois nous inspirer et il nous dit clairement, vous voyez, le seul véritable voyage, hein, c'est pas nécessairement d'aller vers des nouveaux paysages, dit-il, mais c'est de voir, d'acquérir des nouveaux yeux. Et c'est vrai que c'est important. Et au fond, c'est ce que les missions Apollo nous ont permis d'acquérir. C'est vrai que ce sont de nouveaux paysages que ces humains ont foulé du pied avec leurs bottes, c'est la botte lunaire. Mais, je voulu un peu vous le montrer ce soir, ça nous a aussi permis d'acquérir un nouveau regard sur notre propre Terre. Et c'est, disait Proust, bien avant l'aventure spatiale, c'est peut-être le véritable voyage. Un voyage, pas seulement dans l'esprit, mais un voyage dans ce regard qui change. Voilà, donc pendant ce temps-là, la Lune, je sais pas, on ne sait pas ce qu'elle pense. Hein. Vous avez tous peut-être en tête hein, la chanson d'Indochine. J'ai demandé à la Lune si tu voulais encore de moi. Elle me dit, j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Bon, on ne sait pas trop ce que pense la Lune, mais en tout cas depuis 50 ans, on a peut-être déjà de quoi nous occuper de nous-mêmes, nous les terriens, qui gardons, je l'espère en tout cas, toujours un œil vers les étoiles. Je vous remercie et j'attends vos questions. J'ai posé la première, mais je ne sais pas si elle est... c'est à propos de ces voitures lancées dans l'espace, là, justement. Vous, en tant qu'homme d'éthique, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'expérience? Alors, oui, quand c'était donc en février de l'année dernière, Elon Musk a envoyé son énorme fusée, et donc a lâché, vous vous souvenez, c'est juste pour rappeler, donc c'est l'image que j'avais présentée tout à l'heure, hein, d'une Tesla rouge avec un mannequin d'astronaute. Il y a eu pas mal de gens qui ont dit « ouais, mais ça va encore polluer, etc. etc. » Bon, on en voit pire. Je pense qu'il y a aussi un peu de jalousie. Si lorsqu'on a envoyé Ariane 1, il y a 40 ans, on avait mis 2 chevaux en haut d'Ariane 1, on aurait été vachement fiers de le faire. Bon, on n'a pas eu cette idée-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces hommes, parce que c'est essentiellement des entrepreneurs, des hommes du New Space, donc ce qu'on appelle le New Space, Elon Musk, Jeff Bezos, ont une capacité à communiquer qui est évidemment évidente. Et qu'ils savent trouver le geste, l'image, la mise en scène, l'histoire qui marque. Et ce n'est pas négligeable. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, je vous racontais rapidement, vous voyez, 2009, on va pas retourner sur la Lune, un peu la fin, les navettes américaines vont rester clouées au sol 2 ans après, 2011, si ma mémoire est bonne. On a l'impression que l'espace est en train de se fermer, hein, de se terminer. Et puis arrivent ces gens qui relancent l'aventure. Alors, avec des moyens de communication modernes, un peu bling-bling, quoi. Bon. Ok. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Difficile d'en juger, parce que ce que je constate, c'est que ces initiatives-là, ces histoires que nous raconte Musk, ces films que nous montre Jeff Bezos, tout ça a aussi créé dans la jeune génération un intérêt pour la technologie spatiale, pour l'ingénierie spatiale, un intérêt réel que nous étions en train de perdre dans les années 2000. Donc, où ça va aller, moi j'en sais rien, je ne suis pas prophète. Jusqu'où ira M. Musk, jusqu'où ira M. Bezos? En fait, personne n'en sait trop rien.
En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont su redonner un certain enthousiasme dont nous avons besoin. Que cet enthousiasme, il faille un peu le réguler par moments, le rendre raisonnable. Vous avez raison, c'est aussi un peu le propos de l'éthique, c'est réfléchir, est-ce que tous les moyens sont bons pour arriver à nos fins? Peut-être pas. Est-ce que M. Musk a pris toutes ses précautions avec sa Tesla? Bon. En fait, j'en sais trop rien, et je pense que il faudrait étudier la question très précisément. Moi, j'ai pas lu que sa Tesla allait s'écraser nécessairement sur Mars. C'est pas si simple que ça. Et puis des débris, malheureusement, en tout cas, ça reste pas autour de la Terre. Donc, faisons la part des choses entre alimenter le rêve, alimenter l'imaginaire dont nous avons besoin, et pas seulement de spatial. Je crois dans beaucoup de domaines, quand nous ne rêvons plus, c'est que nous sommes proches de la fin. Et mettons-y un peu de raison. Il faut raison garder, hein. C'est quand même quelque chose de bien français, mais c'est vrai. Mettons-y aussi de la raison, et avec ça, on pourra avancer. Et on pourra construire le futur. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre ce message qui a été envoyé avec le couple, avec l'atome d'hydrogène, tout ça, qui s'adressait à d'éventuels êtres extraterrestres, et celui-ci qui est uniquement à l'usage, à destination des hommes de la Terre. Absolument, absolument. Oui, c'était pas du tout la même portée. Voilà, c'est pas pour le même public. Ouais. Mais quand on voit comment... c'était assez bien pensé. Enfin, il n'a pas fait ça n'importe comment. Il y a aussi tout un... vous voyez, j'ai mis aussi en rapport... Star Trek à côté. Enfin, il y a une mise en scène qui est assez bien pensée, parce que nous sommes dans un monde où les images se renvoient, où les mythes se renvoient, et on a vraiment besoin de tout ça. Ce qui montre bien, parce que pour moi, que c'est pas que de la technique, c'est pas que des boulons, des équations et de la poudre, c'est aussi une mythologie, c'est aussi une histoire, c'est aussi un enthousiasme. Et si on n'en a pas, on va nulle part. Priorité aux jeunes gens. Bravo. Quand on regarde des photos des hommes quand ils ont marché sur la Lune, ils posent des drapeaux. Mais comment les drapeaux font-ils pour flotter? Les drapeaux ne flottent pas. Justement, c'était le problème, c'est que quand on envoyait des drapeaux, on se dit, mais comme il n'y a pas d'atmosphère, et donc, comment on va faire? Réfléchis. Tu as la hampe d'un drapeau. Hein, donc si tu accroches un bout de chiffon, il va tomber. Or, qu'est-ce que tu vas faire pour qu'il tienne droit, pour qu'il tienne étendu? Tout simplement. Qu'est-ce qui devient le plus simple? Tu prends une deuxième barre horizontale que tu fixes à la première qui est verticale et tu accroches le drapeau. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Si le drapeau tient droit, tient étendu, c'est parce qu'il y avait deux barres, en fait, il n'y avait pas une seule, hop, avec un angle droit, et puis on l'a accroché. Alors, ces drapeaux sont toujours sur la Lune, mais ils sont tous blancs. Parce qu'on peut toujours les voir. Hein. On a des photos et ils ont été blancs parce que le rayonnement cosmique a fait que ça a complètement enlevé les couleurs. Et ils sont tous debout, sauf... probablement tous debout, sauf un, on est sûr. C'est le premier, justement, Apollo 11, parce qu'on l'avait planté trop près du vaisseau spatial. Donc quand le vaisseau spatial a décollé, évidemment, avec la poussée, il y a eu de la poussière et le drapeau a été soufflé par la poussée. Donc il est tombé par terre. Mais voilà, c'était tout simple. Il suffit d'avoir deux barres. Oui. Le biologiste Christian Deduve dit que la vie dans l'espace est extrêmement probable. Et certains disent qu'on a vu de la signature spectrale de la chlorophylle venue de l'espace. Et s'il y a de la chlorophylle, il y a de la vie. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors, il y a deux choses. Il y a la probabilité, et puis ensuite, il y a petit à petit les traces de vie. Et de ce point de vue-là, alors la probabilité, c'est vrai qu'aujourd'hui,
il y a plusieurs phénomènes qui vont ensemble. Le fait que nous ayons depuis plus de 20 ans maintenant, c'est en 95, découvert des exoplanètes, donc des planètes autour d'autres soleils que notre Soleil, et qu'aujourd'hui il y en a plus de 4000 exoplanètes avérées. On se dit, parmi toutes ces planètes-là, celles qui sont à la bonne distance de leur propre étoile, peut-être qu'il y aurait des formes, enfin, il y a plus de chances qu'il y ait des formes de vie comme qui se rapprocheraient de formes de vie de la Terre. Bon, donc des planètes habitables. Donc ça augmente les chances. Mais augmenter les chances ne signifie pas qu'on gagne le loto. Vous pouvez acheter, évidemment que si demain je vais jouer au loto, si j'achète 2 tickets, j'ai plus de chances de gagner que si j'en achète un seul. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais gagner. Donc c'est les probabilités. Après, c'est vrai qu'il y a un énorme travail aujourd'hui, entre autres lié aux exoplanètes, pour essayer de repérer au loin des traces de vie, donc à travers un certain nombre de... Alors que la chlorophylle est autre chose. La difficulté, c'est d'être sûr que ce que l'on repère est bien associé à des formes vivantes. Donc, pour l'instant, pas de preuve scientifique d'existence d'une autre vie. C'est possible. Et c'est vrai que, j'allais dire, ça n'a jamais été autant possible. En revanche, est-ce que ce sont des formes de vie strictement semblables à la nôtre? Ça, les biologistes sont plutôt pour dire non. Qu'il y ait, à partir de briques semblables, les premiers éléments semblables, et qui soient des premières formes de vie, dans le côté primitif, qu'elles soient semblables quand elles sont primitives, et qui ensuite, elles vont se différencier. Et là va jouer beaucoup de phénomènes aléatoires, qui fait que sur cette planète Terre, on a les formes de vie que nous connaissons, et il y a aussi des formes de vie sur Terre qu'on ne connaît pas encore. On a encore fait, ces dernières décennies, énormément de découvertes de formes de vie très étranges. Donc, les extrémophiles, enfin toutes ces bestioles qui vivent dans des conditions absolument invivables, sauf pour elles, en tout cas pour nous invivables. Donc, c'est vrai que la probabilité augmente, mais une fois encore, c'est pas pour autant qu'on en a trouvé. Donc, moi, personnellement, je donne ma langue au chat. Parce que, oui, la probabilité augmente, mais une fois encore, je vous dis, si demain je vais acheter 10 tickets du loto, j'augmente mes chances de gagner, mais je peux encore perdre. Mais c'est pas 10 tickets, c'est 1 million, 1 milliard, tellement l'univers est immense. Oui, mais ça reste quand même une chance sur... Non, mais je sais bien, je provoque... Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des formes de vie. Mais, pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Et la question, elle est terrible. Parce que la seule réponse que nous pourrons avoir, c'est que la vie existe. Nous n'aurons jamais comme réponse la certitude que la vie n'existe pas ailleurs que sur Terre. Donc la réponse est totalement déséquilibrée. Non, mais j'aimerais le croire comme vous. Mais enfin, non, il faut pas attendre passivement. Il faut être aux aguets. Il faut observer, il faut envoyer des sondes, il faut réfléchir à ce que nous entendons comme étant des êtres vivants. La vie, pour moi, c'est un concept philosophique. Des formes de vie, c'est déjà plus concret, des formes vivantes. Quand nous connaîtrons toutes les formes vivantes de la Terre, il se passera encore pas mal de temps, et ça nous permettra peut-être d'être plus attentifs ailleurs. Parce que la question, quand vous discutez avec des astrobiologistes, ils vous disent repérer ailleurs des formes de vie assez proches des nôtres. Ah oui, mais si les formes de vie sont un peu trop différentes de ce qu'on connaît, on ne les verra peut-être pas. On va peut-être passer à côté. Donc c'est absolument passionnant comme sujet. C'est pour moi un des grands thèmes de la recherche actuelle. Parce que ça demande à combiner à la fois, bien sûr, de la biologie, mais aussi de l'astrophysique, de l'astronomie, parce que c'est les planètes habitables, parce que c'est tout ça. Donc tout va ensemble avec des cultures scientifiques extrêmement différentes. C'est ça qui est aussi intéressant. Parce que vous mettez ensemble un astrophysicien qui pense physique, chimie, voilà. Et puis de l'autre côté, un biologiste qui est dans un monde complètement différent. Alors ça fait un ensemble intéressant. Pour moi, à mon avis, très intéressant.
Merci pour le merveilleux, ça commence par des M. Et ce merveilleux, c'est que Uber nous dit qu'on arrivait on a voulu savoir il y a à peine quelques dizaines d'années, mais où étaient les couveuses des atomes. Non seulement on vient de découvrir les couveuses des atomes et la naissance des atomes, c'est les étoiles, mais en plus, il a fallu avec les couleurs identifier qu'est-ce que c'était ces atomes. Que demander de plus? Eh bien oui, encore le merveilleux, c'est que en fonction de l'étude que vous venez de dire de l'univers, l'étude va continuer pour savoir qu'au-delà de l'identification de la matière et des atomes dont on sait pratiquement au Big Bang de où elle vient et comment il se constitue et comment il se soude pour donner la vie, mais le merveilleux est encore là. Et le merveilleux, justement à Toulouse, nous étions avec la responsable du programme spatial chinois il y a un mois grâce au CNES, c'est une femme. L'installation de la station humaine va se faire dans l'horizon 2050 et donc le CNES avec la Chine vont installer des humains sur la Lune à l'horizon 2050 à peu près. Et j'aurais une question en ce qui concerne justement l'alimentation. Et en conclusion, à Toulouse vient d'arriver le fameux Tube Hyperloop, parce que nous avons une classe d'aventuriers actuellement, comme des aventuriers de l'Arche perdue, qui investissent des milliards que ne fait plus le gouvernement représenté par le gouvernement américain, qui lui actuellement connaît la destinée que vous voyez, celle de la régression et celle de la fermeture des frontières. C'est un choix des citoyens, et nous en tant que citoyens on est là à se dire, d'un côté, on a un aventurier avec sa fortune qui se lance et qui part dans l'espace, mais le Loops arrivant sur 3 km, il va démarrer donc, c'est du vide dans lequel le train va fonctionner, qui met à 1250 km/h, c'est déjà fait dans les maquettes, donc ils vont l'expérimenter sur 3 km dans les anciennes, justement, usines où on construisait les avions avant. C'est fait, ça y est. Donc on aura Paris à 1250 km/h dans ces tuyaux, dans ces souterrains, où le vide n'est plus dans l'espace, c'est le vide qui est créé sur Terre. Donc on voit un peu ce merveilleux, qui est absolument extraordinaire, c'est-à-dire c'est maintenant l'espace qui arrive à l'intérieur avec des vitesses incroyables sur la Terre elle-même. Et enfin, j'aurais eu envie de poser cette question à la responsable du programme spatial chinois, par rapport à Musk qui va se charger de Mars, donc les Chinois vont se charger de la Lune. C'est que j'avais vu il y a 20 ans déjà la maquette en 3 dimensions d'un jardin de l'espace. Parce que qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'il faut emporter? Rappelez-vous les merveilleux des cargos qui traversaient le transatlantique. Il fallait un tiers du poids en vache, en lait, en coq, pour nourrir tous les gens qui traversaient l'Atlantique. Et là, on va avoir ces traversées Terre-Lune. Mais il en faut une quantité de nourriture. Et j'ai vu le jardin spatial qui est incroyable, c'est-à-dire un module qui tourne, où le liquide nourricier est propulsé sur les parois, les graines aussi. Et est-ce que vous êtes au courant justement de ces jardins spatiaux qui sont derrière les convois spatiaux, évidemment en science-fiction pour l'instant. Voilà. Mais il n'y a pas de fiction sans science, on le sait, vous l'avez montré. C'est passionnant, qu'est-ce qu'on va manger La question du jardin spatial est une question déjà ancienne, comme vous dites, en science-fiction on l'a abordé. Tchaikovsky et Constantin, là, dont je parlais tout à l'heure, a écrit un ou plusieurs romans, en tout cas œuvres de fiction, dans lesquels donc, il imagine que ces héros, suivant la phrase, la phrase que je vous ai donnée, la Terre est le berceau de l'humanité, c'était dans une lettre, mais dans son roman, évidemment, il met en œuvre, en quelque sorte, l'idée que l'humanité va quitter la Terre, et donc ces héros quittent la Terre, et dans ces vaisseaux, dans ce qu'il décrit relativement peu, mais dans ces vaisseaux spatiaux, il y a des jardins. Il y a des jardins pour la raison que vous évoquez, c'est-à-dire que pour nourrir. Plus tard, il y a eu, alors plus tard, par rapport à Constantin Tchaikovsky, O'Neill, dans les années 70, donc les années un peu prestigieuses des missions Apollo, O'Neill, un physicien américain, ingénieur, qui travaille pour la NASA, va aussi imaginer des grandes stations orbitales,
ou même spatiales, souvent sphériques ou cylindriques, dans lesquelles les jardins ont de nouveau une place importante, pas seulement pour la nourriture, mais aussi pour la distraction. Parce qu'il va dire, les terriens, le milieu complètement technique, comme on voit dans certains, je sais pas, Star Trek, ou des choses comme ça, on va pas tenir le coup. De ce point de vue-là, et je ne sais pas s'il a eu Husserl avec l'Arche originaire Terre, mais on a besoin un peu de verdure, un peu de toucher un peu ça. Donc, dans ces grands cylindres spatiaux de O'Neill, eh bien, il y a des jardins donc à la fois alimentaires et ludiques, une espèce de jardin ouvrier, enfin je ne sais pas comment dire ça. Donc, alors voilà, il y a aussi tout ça qui joue, bien sûr, recyclage des déchets, mais aussi des déchets au sens large du terme, hein, c'est aussi par là qu'on peut purifier l'eau, etc. Bon. Donc, il y a des tas de raisons. De fait, alors, on ne va pas nécessairement parler de jardin de l'espace. Bon, c'est vrai que moi-même, j'ai pu utiliser ça parce que ça dit bien. Mais la question de la culture, enfin de cette place-là dans l'espace est posée depuis très longtemps. Il y a des réalisations qui sont faites. Hein, on peut commencer à manger, les astronautes mangent de la salade qu'ils ont plantée et cultivée dans les stations. Alors, soyons clairs, hein, c'est pas avec ça qu'ils mangent tous les jours, hein, sinon ils seraient... Mais je crois que Thomas Pesquet raconte, enfin qu'il a eu comme ça, donc une fois que l'expérience est terminée, on mange l'expérience, ils savent comment ça a été fait, donc voilà, ils mangent leur salade et ils trouvent ça très bon. Alors, une fois encore, donc on n'en est pas encore à assurer en autosuffisance. Vous savez qu'il y avait eu une expérience dans les années 90 qui s'appelait Biosphère 2, une espèce d'immense serre, dans je ne sais plus quel désert d'Arizona, qui tentait d'être en autonome, en quelque sorte, en reproduisant des milieux naturels humains. Bon, c'était déjà relativement bien réussi. Ils n'ont pas totalement été autonomes, il a fallu par moments remettre un peu de gaz et des choses comme ça, parce qu'il y avait des fuites. Ça montre surtout que notre planète n'est pas si mal faite que ça. Donc il faut vraiment en prendre soin, parce que ça fonctionne bien. Bon. Et quand on veut faire un bout de planète qu'on enferme dans un cylindre, ou dans une sphère, ou dans je ne sais trop quoi, pour que ça fonctionne aussi bien, c'est pas si simple. Donc voilà. Donc, effectivement, il y a toute la question, comme on n'en est pas encore là, après, et vous le savez très bien, le CNES a été très impliqué dans la question de la nourriture des astronautes. Donc quand il s'agit simplement d'aller de la Terre à la Lune, ou de tourner autour de la Terre, on n'a pas ces jardins, on n'a pas ces jardins ouvriers, tout ce que vous voulez, ces serres et autres. Donc là, on monte la nourriture, et vous pouvez interroger des collègues de Toulouse, où certains sont des spécialistes de la nourriture des astronautes, dans comment dirais-je, dans la palette de nourriture pour astronautes. Je sais, alors la nourriture chinoise, on ne la connaît pas trop, puisque les Chinois volent tout seuls. Donc, est-ce qu'ils ont besoin de baguettes ou pas? Je n'en sais rien. Bon, en tout cas, dans la nourriture des autres, de la Station spatiale internationale, celle qui est très appréciée, c'est la française. Parce qu'on a des chefs qui sont spécialisés, qui sont spécialisés. On a des chefs français qui se sont intéressés à la nourriture spatiale, parce qu'il y a quand même un certain nombre de contraintes. Et quand on veut faire la fête, à bord de la station, on ouvre les boîtes de conserve qui viennent de France. Monsieur le jeune il y a une question à poser. Mais on sait ce qu'il y a quand on coupe la Terre en deux, on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Mais la Lune, par contre, je n'en ai pas la moindre idée. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'intérieur. La Lune, on a quand même un peu plus d'idées parce qu'elle est plus proche de nous et on a pu installer quelques appareils déjà, tu vois, en travaillant sur les pierres qu'on a ramenées, les géologues sont très forts parce qu'à partir de quelques échantillons, ils peuvent imaginer tout ce qu'il y a ailleurs. Mais dans le cas de Mars, si tu t'intéresses aux questions spatiales, tu sais peut-être qu'il y a quelques mois, on a déposé sur Mars ce qu'on appelle un sismographe. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un sismographe? C'est un appareil qui mesure les vibrations du sol. Et grâce à cet appareil, quand il y a des secousses, on peut essayer de voir de quoi le sol est fait. Et on espère,
dans les mois qui viennent, les années qui viennent, grâce à ce petit appareil, mieux connaître tout le cœur de la planète Mars. On en est encore loin, mais petit à petit, on va connaître le cœur des planètes. Et alors, ce qui est très amusant, en passant, c'est que quand on a posé ce sismographe, comme il y a un certain nombre d'appareils qui ressentent les vibrations, on a pu aussi ressentir les vibrations du vent martien. Et pour la première fois, on a une idée du son du vent martien. Et si vous allez sur Internet, vous trouvez le son du vent sur Mars. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que des images, on en a depuis longtemps de Mars. Enfin, depuis longtemps. Viking, 77, etc. Donc la planète rouge. Mais j'ai toujours, mais qu'est-ce qu'on entend? Et là, on a enfin des membranes qui nous permettent de reconstituer le bruit. Un vent assez violent, bien sûr, il est un peu amplifié. Mais on dit, voilà, si j'étais sur Mars, tranquillement allongé, j'entendrais ce bruit-là. Mais maintenant, grâce à ça, on va pouvoir aussi connaître le cœur de Mars. On connaît un peu le cœur de la Lune, et le cœur de la Terre, bien sûr. Vous avez raison. On a eu aussi, dans la descente de... Oui, du vent. Ah ben voilà, Voilà. Moi je disais que lors de l'atterrissage de la sonde Huygens. oui, qui s'est posée, on a entendu le vent Oui. titanien, c'est comme ça ou... Enfin, C'est vous qui avez raison. Comme vous invoquez titanesque peut-être. titanesque, je ne sais pas. Oui, oui. C'était aussi, comment dire, aussi émouvant Oui, que Insight. tout à fait, Kinsight. C'est ça. C'est ça. Oui, oui, absolument. Mars. Voilà, c'est tout. Non, non, mais c'est important ce que vous dites là. Donc il y a déjà un petit moment qu'on a entendu du vent extraterrestre. Exactement. Et c'est important parce que, vous savez, pendant longtemps, on a opposé l'homme au robot. Oui. Est-ce qu'il faut envoyer des hommes ou des robots? Et aujourd'hui, grâce à tous ces progrès, évidemment qu'un robot, c'est pas un être humain. Mais on peut développer des instruments qui nous rapprochent un peu de nos propres sens. Et donc, avant de pouvoir poser le pied sur Titan, ça ne se passera sans doute jamais, eh bien, on peut quand même avoir quelques impressions grâce à des instruments qui sont un peu avancés. Quand on était sur Tchomov, Gerasimenko, je me souviens que mon collègue Francis Rocard disait on peut, à travers l'analyse chimique, sentir. On peut décomposer, non pas l'atmosphère, mais les différents composants qui sont à un moment donné autour de cette comète, et si nous y étions sur cette comète, on sentirait, on peut recomposer le parfum de la comète en quelque sorte. Et ça, c'est grâce à des instruments de plus en plus précis, ce qui est assez extraordinaire. Parce qu'en fait, on n'y sera jamais, on ne pourrait évidemment pas avoir le nez à l'air. Mais on pourrait presque s'y croire. Voilà. Et c'est une manière d'explorer. C'est une manière d'explorer par intermédiaire, grâce à des robots. Donc l'émotion que vous avez eue avec Insight, moi je l'ai eue déjà aussi avec Oui. la sonde de sur Titan qui s'était fait. Tout à fait. On a entendu le sifflement de la sonde qui se posait, c'était prenant. C'était Vous avez raison de rappeler ce souvenir. très émouvant. Oui, oui. Très émouvant. C'est tout. Mais c'est beaucoup parce que c'est de l'humain. C'est-à-dire que c'est pas parce que nous ne sommes pas là, que nous sommes sur Terre, que nous ne participons pas à quelque chose qui est effectivement la découverte de l'inconnu, qui est le propre de l'exploration. Aller là où on n'est pas encore allé, entendre, sentir ce que peut-être pendant longtemps nous n'entendrons jamais enfin en vrai. Mais nous l'entendrons en vrai de fait. Merci. Bonsoir. Plus prosaïquement, j'ai l'impression que l'espace est en train de devenir le nouveau Far West, où le premier arrivé sera le premier servi. Je voudrais savoir s'il existe une instance internationale à même de régir un petit peu tous les problèmes qui vont se poser au niveau peut-être de l'extraction de minerais, de partage, de choses comme ça. Alors, c'est une excellente question. Là, vous pourrez y passer beaucoup de temps. Je vais essayer d'être vraiment bref. D'abord, vous rappelez que, on vous apprend qu'il y a un droit de l'espace. Il y a des traités, des accords qui ont été signés à partir de la fin des années 60. Bah,
ça dépend comment vous voyez les choses. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 50 ans. Alors, c'est vrai, mais le Code Napoléon, il y a très longtemps maintenant. Et pourtant, il continue à inspirer la manière dont nous nous comportons aujourd'hui. Et je ne parle pas de code encore plus ancien. Donc, je veux dire par là que je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Et je constate que, ça veut pas dire qu'il ne faut pas se battre, mais que, à la fin des années 60, ça veut dire, alors qu'on était à peine au début de l'entreprise spatiale, il y avait déjà un droit qui était en train de se constituer. Et qui était déjà même instauré et signé, parce que pour avoir un traité en 67-68, ça faisait 10 ans qu'on travaillait dessus. Donc, il y a un certain nombre de principes qui ont été posés et qui, au moins, sont des principes. Bon. Qui disent, par exemple, le principe de non-appropriation. Personne ne peut s'approprier l'espace. Le principe de libre accès. Tout le monde peut aller dans l'espace. On ne peut pas empêcher quelqu'un de s'y rendre. Le principe d'héritage du patrimoine commun de l'humanité. La Lune est un patrimoine commun de l'humanité. Bien. Alors vous me direz, bah oui, ben, quand on écoute, peut-être pas M. Musk, mais d'autres, bon, ils vont aller sur la Lune, ils vont aller gratter, creuser des mines, pourquoi pas, ou dans des astéroïdes, et comme vous le dites très bien, premier arrivé, premier servi. Far West, ruée vers l'or, la nouvelle ruée vers l'or, la ruée vers l'espace. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se discute. Mais voyez, ce droit qui vous semble un peu ancien, heureusement qu'il est là. Parce que s'il n'était pas là, ça ne discuterait même pas. Ce serait, ah ben voilà, on est hors la loi. Ah non, 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 parce qu'il n'y a pas de loi. On n'est pas au Far West. Hein. Il y a un shérif. Bon, alors le shérif, il a du boulot, c'est pas toujours facile, etc. Bon, donc, il y a aujourd'hui donc un réel souci de se dire, voilà, on a commencé à construire l'espace sur un certain nombre de principes qu'on essaie de tenir le mieux possible, mais c'est comme le code de la route. Hein. Si tout le monde suivait le code de la route, il n'y aurait pas de gendarmes. Bon, or il y a des gendarmes, c'est-à-dire que tout le monde ne suit pas le code de la route. Mais heureusement qu'il y a quand même un code de la route. Ça rend la route un peu plus sûre. Donc aujourd'hui, c'est bien ça l'enjeu. C'est-à-dire, on a un code de l'espace. Ça a changé, c'est vrai. Il n'a pas tout prévu parce que dans les années 60, on n'imaginait pas. Il y a plein de parallèles avec la Terre. Hein. Aussi sur la Terre, il y a un tas de trucs que le code n'a pas prévu. Bon, donc, il faut tâcher de faire évoluer tout ça. Et la chance qu'on a dans l'espace aujourd'hui, c'est que on voit apparaître des choses plausibles pour demain, et qui posent déjà les questions aux juristes, et les juristes dès aujourd'hui se disent comment on peut répondre à ça. Est-ce qu'on va dire le droit, mais on n'a pas les moyens de l'imposer, ou est-ce qu'on va faire évoluer le droit? Quel type de gouvernance on va introduire? Et tout ça se réfléchit. Alors, il y a une instance, l'instance plutôt au sein de laquelle ce droit est né, c'est les Nations Unies, dont on connaît à la fois les limites, mais aussi l'existence. Là aussi, hein. Moi j'ai quelques amis qui sont très investis dans les Nations Unies, ils me disent, bien sûr, on n'est pas parfait, et si on n'existait pas? Réfléchissez dans quel monde on serait. Bon, donc, essayons de faire avec ce qu'on a. Et essayons de profiter de ça pour réfléchir à préparer l'avenir. Et là, les juristes sont déjà au boulot. Donc, à la fois aux Nations Unies, mais aussi dans des différents groupes, dont un groupe qui a été, comment dirais-je, suscité par la Hollande, parce qu'il y a des juristes hollandais qui sont mis là-dedans, et bien un groupe qui essaie de réfléchir à comment on peut s'adapter les uns les autres pour que demain on ne soit pas dans l'anarchie totale, dans le Far West, à se tirer tous dessus. Comment faire en sorte qu'un certain nombre de principes soient quand même respectés, ou en tout cas servent de base à ce qu'on fera demain. Je ne sais pas de quoi ça sera fait. Mais en tout cas, bon, je ne dis pas dormez bonnes gens, hein. Il faut être attentif, il faut être vigilant, mais on n'est pas dans une situation où tout le monde s'en fout. Voilà, si vous me permettez l'expression. Non, non, c'est réellement un souci. Juste pour, et ça joue aussi des choses qu'on a dit tout à l'heure, hein, il faut... La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, moi je vous disais tout à l'heure, la naissance du New Space, etc., l'enthousiasme, tout ça c'est important. Cela dit, aujourd'hui, quand on regarde les budgets, c'est encore des budgets relativement minimes. C'est quelques pourcents du budget spatial. Tout à l'heure, on parlait aussi, la Chine, bon,
quand on regarde l'argent qui est investi par les États-Unis, ça reste le plus gros budget spatial du monde, reste de très loin les États-Unis. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais c'est encore... les Américains n'ont pas encore baissé la garde. Hein. Donc, et là-dessus, ils sont très très tatillons. Ou comment on dit pas, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Très sensibles.